Quand on parle d'entraîneur, on parle en général de Pep Guardiola, de José Mourinho, de Jürgen Klopp, pour ne citer que. Mais il y a pas mal d'entraîneurs où on n'évoque pas du tout leur nom et pourtant je trouve qu'ils font du sacré travail. Et même pour certains, on est resté un peu sur une idée arrêtée, on ne souligne pas du tout leur renouveau ou alors leur véritable qualité. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va donc parler d'entraîneurs. On va parler d'entraîneurs qui sont sous-cotés. Alors, il y aura plusieurs parties, il y aura plusieurs épisodes, car à la base, j'avais eu cette idée. Je pensais pouvoir en faire peut-être deux. Mais j'ai eu pas mal de noms. Et en fait, avec tout ce que j'ai écrit, clairement, on va s'arrêter que sur 5 entraîneurs. Parce que sinon l'épisode va durer vraiment très longtemps. Donc il y aura plusieurs parties, on va parler que de 5 entraîneurs là dans cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, on approche les 7000 abonnés. Donc si vous regardez les vidéos et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça apporte vraiment beaucoup, merci à vous. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour le premier nom, vous l'avez vu sur la miniature, mais on va parler de Unai Emery. Parce que je trouve qu'on voit Unai Emery un peu trop comme un entraîneur lambda, parce que du côté du Paris Saint-Germain, ça s'est pas forcément bien passé, mais pourtant il a vraiment fait du très bon travail dans sa carrière d'entraîneur. Il a commencé en 2004 comme entraîneur, mais c'est en 2008 où vraiment on entend un peu plus parler de lui, car il devient entraîneur de Valence, sachant qu'il fait du très bon travail du côté de Valence. Valence était déjà un peu en difficulté financière à cette époque, ça n'a pas changé malheureusement pour eux. Et il y a eu des départs qui ont été très importants, notamment le départ de David Villa ou de David Silva pour ne citer que. Il fait 6e la première année et les 3 autres années où il est là, donc il sera jusqu'en 2012, et donc malgré les départs, comme je l'ai indiqué, des deux joueurs très importants en 2010. Valence finit 3e de Liga, ce qui est vraiment une très belle performance, surtout que comme je l'ai dit, le club n'était pas forcément déjà très bien géré, il y avait pas mal de difficultés financières, donc le fait d'être aussi bien classé sportivement, ça cache un peu toute la misère qu'il y avait à l'intérieur du club. Et après ces 4 ans, Unai Emery va décoller en direction de la Russie, plus précisément au Spartak, où là, pour le coup, il faut l'avouer, ça a vraiment pas très bien marché. Donc il revient en Espagne quelques mois après, où il va être à Séville. Et à Séville, ça va bien sûr très bien se passer. Il va gagner en 3 saisons, 3 Europa League, rien que ça, hein, en 2014, 2015 et 2016. Et en championnat, ça se passe plutôt bien, même si la dernière saison est peut-être un peu plus compliquée. Et Unai Emery va quitter Séville pour aller au Paris Saint-Germain en France. Le Paris Saint-Germain sort de saison plutôt correcte avec Laurent Blanc, même s'il y a une certaine amertume par rapport à l'élimination contre Manchester City, avec le fameux 3-5-2 en place par Laurent Blanc. Mais avec du recul, on se rend compte que Laurent Blanc, c'était peut-être un des meilleurs entraîneurs du PSG durant les 10 dernières années. Et malheureusement, Unai Emery, après Laurent Blanc, ça va pas forcément très bien se passer. Bon, déjà, quand il arrive, le mercato, il est complètement raté, en partie avec des choix. Hein. C'est lui qui avait décidé de prendre notamment Krikoviak et ça n'a pas du tout bien marché. Il y a eu également l'arrivée de Ressé, de Ben Arfa, donc vraiment, c'était un mercato complètement raté. Et en plus de ça, lors de cette saison 2016-2017, il ne va pas gagner le titre en Ligue 1 car Monaco va faire une saison absolument exceptionnelle. Et il va y avoir cette fameuse remontada où il gagne 4-0 et c'est peut-être à l'heure d'aujourd'hui le meilleur match de Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, donc contre le Barça. Et ils se font malheureusement rattraper 6-1 au retour. Et la saison 2017-2018, même s'il arrive à être champion de France, malheureusement, on a l'impression qu'Unai Emery est un peu dépassé et que c'est surtout dû au recrutement de Mbappé et de Neymar si le club arrive à réussir en Ligue 1. Sauf que je trouve qu'on a un peu oublié trop le contexte parce que en fait il y a Laurent Blanc qui est parti, mais il y a également un joueur qui était assez important d'un point de vue leadership et je pense qu'on le ressent de plus en plus aujourd'hui. C'est Zlatan Ibrahimovic et voilà, il y avait un nouveau cycle qui allait être enclenché. Zlatan Ibrahimovic a vraiment une importance vraiment assez capitale dans la réussite du club et on s'est arrêté sur Zlatan Ibrahimovic ne marque pas lors des matchs importants de Ligue des Champions et donc son départ ne va pas forcément être très intéressant. Il y a Cavani qui joue sur le côté, là il va être dans l'axe, il va être capable de marquer les buts. Alors Cavani a fait une excellente carrière et il a un excellent parcours au PSG, mais on se rend pas compte du leadership qu'avait Zlatan. Moi, je dis toujours que ce qui se passe au PSG avec Zlatan, ça ne se passerait pas aujourd'hui, hein, très clairement. Et voilà, donc ce contexte n'est pas forcément simple pour Unai Emery de réussir. Et je trouve qu'on s'est un peu trop moqué d'Unai Emery car les résultats n'étaient pas si mauvais, même si c'est vrai que, comme je l'ai dit, hein, malheureusement, le palmarès voilà, ne sourit pas, même s'il fait un quadruplé en 2018. Et il gagne les 2 coupes nationales, car la Coupe de la Ligue existait encore en 2017. Ainsi que les 2 trophées des champions. Mais en fait, je trouve qu'on se moquait un peu trop parce qu'Unai Emery a, lui, fait l'effort de parler français, sauf qu'il avait un accent voilà, assez particulier. Et ça faisait rire les gens ne le prenaient pas au sérieux. Je me rappelle de cette conférence de presse avec les bouteilles où il explique la concurrence, où ça a été signe de raillerie, que ce soit sur les réseaux sociaux, par les supporters ou même par les médias. Honnêtement, quand je vois aujourd'hui la clémence qu'ils ont autour de Galtier, certains médias, par rapport à ce qu'ils ont mis dans la tronche
à Unai Emery, je trouve ça assez scandaleux et qu'il va falloir arrêter un moment avec ce corporatisme entre les journaux et les entraîneurs français. Enfin voilà, petit aparté. Et Unai Emery, donc après, à 2018, a quitté le PSG et s'est retrouvé dans un club où le contexte était à nouveau compliqué. Il s'est retrouvé à Arsenal, qui avait enchaîné pendant plus d'une vingtaine d'années, voilà, un cycle avec Arsène Wenger. Et malheureusement, on le sait, hein, les dernières années d'Arsène Wenger n'ont pas forcément été bonnes, que ce soit d'un point de vue sportif, même s'il y a eu quelques cups, ou que ce soit d'un point de vue recrutement. C'était vraiment assez compliqué la gestion sportive d'Arsenal durant ces années. Bon, c'est vrai que l'arrivée du stade a également été un peu problématique d'un point de vue finance. Et Unai Emery, bah, il a pas réussi à faire ce qu'il avait à faire, mais je trouve qu'on a un peu trop dit, ouais, Unai Emery n'a pas eu les épaules pour, alors qu'au final, moi je trouve qu'il a pas fait du si mauvais travail à Arsenal. Peut-être que si on lui avait laissé du temps, il aurait réussi, comme on peut le voir aujourd'hui avec Arteta, où bah, Arteta, il lui a fallu 2 ou 3 ans pour vraiment réussir à imposer sa patte. Ça a été plus que compliqué, hein. On a voulu sa tête plus d'une fois. Et là, aujourd'hui, bah, il est au top, enfin, presque au top. Enfin, là, il est au premier au classement, mais bon, on sait qu'avec les matchs en retard, ça risque d'être très compliqué pour Arsenal d'être champion d'Angleterre. Et je trouve que voilà, on a encore fait un procès à Unai Emery qui était assez dur. Je trouve vraiment que c'est vraiment le contexte qui était compliqué. Et on s'est tout de suite dit que voilà, que ce soit PSG ou Arsenal, vu que ça n'avait pas forcément très bien fonctionné, ce qui est une vérité, on peut pas la cacher, bah on a été très dur avec l'entraîneur en se disant que c'était forcément la faute de l'entraîneur. Alors que pourtant pour moi il a des vraies qualités. Alors peut-être que d'un point de vue gestion des stars, pour revenir à l'épisode PSG, c'est vrai que peut-être qu'il n'avait pas le leadership nécessaire pour gérer par exemple un Neymar quand il est arrivé. Même si la première saison de Neymar au PSG c'est peut-être une de ses meilleures, avec la 2019-2020, si je me rappelle bien, oui, c'est celle-là. Il a peut-être pas non plus forcément très bien géré la concurrence entre Trapp et Areola, où il a voulu faire, voilà, c'était pas forcément très clair le roulement qu'il voulait faire entre deux gardiens, donc ça a forcément créé des problèmes. Mais en tout cas, moi je trouve que Naïrim n'a pas été si mauvais que ça quand on voit maintenant ce que fait Galtier, ou même ce qu'a fait Pochettino notamment. Pour moi, Unai Emery, ça n'a pas été non plus un gros gâchis. Alors forcément, Blanc a fait mieux avant lui, et Tourelle a fait mieux après lui. Mais voilà, je trouve qu'on était déjà avec Unai Emery. Après Arsenal, donc il a rebondi du côté de Villarreal, où à Villarreal, il a quand même été en demi-finale d'une Ligue des Champions, ce qui est quand même assez remarquable pour Villarreal, ça arrive pas tout le temps. De mémoire, la dernière fois, c'est arrivé en 2008. Hein. Et là, au début de saison, Aston Villa a viré Steven Gerrard, a décidé d'acheter à Villarreal Unai Emery, et Villa s'en sort plus que bien. Villa était vraiment mal en point sous les ordres de Steven Gerrard. Là, aujourd'hui, Aston Villa est 7ème. Bon, il y a Brighton qui a 3 matchs en moins qui devrait normalement potentiellement les doubler. Enfin, sauf accident diplomatique, normalement, Brighton devrait être devant Aston Villa. Et voilà, Aston Villa se retrouve 8ème. C'était clairement pas prévu quand on voit le début de saison, malgré voilà, pas mal d'investissements. Il y a vraiment de très bons joueurs. Mais je trouve que surtout, il a changé complètement le visage et il a complètement changé le positionnement de certains joueurs qui sont très bénéfiques. Je peux penser par exemple à un McGinn qui est vraiment devenu un numéro 8 et je trouve que ça lui correspond mieux. Je peux penser également à un Douglas Luiz qui est devenu un peu un regista, un peu une sorte de Pirlo moderne si je puis dire. Et c'est des choses qui ont vraiment bien marché. Je trouve qu'aussi que Tyrone Mings est vraiment devenu un leader sous les ordres de Unai Emery en défense centrale. Je peux penser également à la doublette Emiliano Buendia et également Ollie Watkins qui marche parfaitement. Enfin, en tout cas, il a vraiment réussi à insuffler quelque chose de nouveau. Et ça, c'est en grande partie grâce à Unai Emery et c'est pourquoi je trouve que Unai Emery est très sous-coté. Il a vraiment fait du très bon travail un peu partout où il est passé. On peut critiquer son passage parisien, mais comme je l'ai dit, bah maintenant on se rend compte que entraîner à Paris, c'est loin d'être simple. À Arsenal, franchement, je pense que quasiment tout le monde se serait planté. Donc voilà, je trouve que Unai Emery, il n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur. Et c'est pourquoi c'est le premier entraîneur de cette liste. On va rester en première ligue car là il y a un club qui est 3ème, qui a été racheté, qui marche vraiment très bien, c'est Newcastle. On parle beaucoup du recrutement, on parle beaucoup des joueurs qui apportent vraiment un an, comme Sven Botman en provenance du LOSC, que ce soit Bruno Guimaraes en provenance de l'Olympique Lyonnais, ou même Alexander Isak sur les derniers matchs, où voilà, il a vraiment été très bon. Mais on oublie un homme qui est pour moi providentiel et très important, c'est Eddie Howe. Et vraiment pour moi, Eddie Howe, c'est un des meilleurs entraîneurs actuels, et pourtant j'ai l'impression que personne n'en parle. Alors que déjà, ce qu'il avait fait à Bournemouth, c'était tout simplement époustouflant. Il a été à Bournemouth de 2008 à 2011 où le club était en Ligue 2. Pendant cette période, il avait réussi à faire monter le club en D3 anglaise, donc en Ligue 1. Petit passage à Burnley pendant un an, il revient après à Bournemouth et il arrive à faire monter le club en Première Ligue car il va monter en D2 dès sa première année après son retour et en 2015, il gagne le Championship. Et Bournemouth se retrouve donc en Première Ligue, hein. C'est quand même assez exceptionnel pour le club de Bournemouth. Surtout qu'ils étaient en D4 comme je l'ai dit il y a 8 ans et ça c'est en grande partie grâce au travail de Eddie Howe. Et Eddie Howe va surtout faire des choses plus que correctes avec le promu car Bournemouth ne va pas forcément redescendre tout de suite. Ils vont rester 5 ans en Première Ligue grâce notamment
à Eddie Howe. Et il y a même une année où ils finissent 9e, alors que pourtant l'effectif sur le papier, il paraissait pas forcément énorme, mais on avait des joueurs qui étaient vraiment très bons lors de cette saison. Je peux penser à des Callum Wilson, à des Joshua King, à des Dan Gosling. Et c'était vraiment une prouesse pour ce club de se retrouver 9e de Première Ligue quand on voit vraiment les mastodontes qu'il y a dans cette Première Ligue. Et après cette descente en 2020, donc Eddie Howe décide de démissionner, hein, donc c'est même pas les propriétaires qui décident de l'écarter. Et 18 mois après, quelques semaines après le rachat du club par les Saoudiens, Newcastle décide de prendre Eddie Howe, et je me souviens, ça avait créé un peu une stupéfaction dans les médias français en tout cas, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais quand je dis ce côté, je vais surtout parler des médias français parce que les médias internationaux, je ne les lis pas forcément. Ça a créé un peu une stupéfaction en se disant mais pourquoi il recrute Eddie Howe? On s'attendait à forcément des grands noms parce que qui dit grand nom dit réussite, sauf que c'est un peu une idée reçue dans le foot, surtout en ce moment, je pense qu'on commence à le comprendre. Et finalement, ça a été un très très bon choix de prendre Eddie Howe car clairement Newcastle est 3e et franchement c'est en grande partie grâce à lui. Alors Eddie Howe, c'est sûr qu'il ne prône pas forcément un jeu très très offensif, même si dernièrement, quand on voit les matchs de Newcastle, franchement, on se régale vraiment. On voit une équipe qui prend certes peu de buts, mais là, les derniers matchs, il y a eu notamment la victoire contre Tottenham qui a été assez époustouflante. Et il y a eu également la victoire contre West Ham, et la dernière, je ne sais plus, mais il y a eu 3 gros résultats de suite. Et c'est l'entraîneur pour moi qui a forcément certes eu les bons joueurs, mais franchement, je vois certains joueurs qui sont complètement transcendés. Et ça peut être que dû à l'entraîneur. Je pense à un Joe Willock. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau. Joe Linton qui est vraiment bon en 8. Alors c'est pas lui qui l'avait replacé en 8, hein. C'était l'entraîneur juste avant. Mais il apporte vraiment énormément et franchement moi je suis assez bluffé de ce que fait Eddie Howe du côté de Newcastle. Et si Newcastle est 3e, c'est en grande partie grâce à lui. Donc mettons un peu de respect sur son nom. Nous n'oublions pas quand on parle de la saison de Newcastle, car clairement il en est en grande partie partisan. Et bravo à Eddie Howe pour son parcours en tant qu'entraîneur parce que franchement c'est quasiment sans faute depuis le début. On va passer en Ligue 1 et on va parler d'un entraîneur qui est peut-être mon entraîneur préféré cette saison, enfin un de mes entraîneurs préférés, c'est Paulo Fonseca. Paulo Fonseca est entraîneur depuis 2007, mais c'est en 2012 on entend vraiment parler de lui, car il finit 3e avec le club modeste, dirons-nous, entre guillemets, de Paços de Ferreira au Portugal, qui est une véritable prouesse, hein, on a l'habitude de voir Benfica, le Sporting, Porto, voire Braga être aux avant-postes, et voir ce petit club, voilà, être 3e, c'était une vraie prouesse, ce qui va attirer les dirigeants du FC Porto. Sauf que du côté de Porto, même s'il va gagner la Super Coupe du Portugal au début, ça va pas forcément très bien se passer. Il va avoir quelques contre-performances en janvier-février qui va créer l'éviction malheureusement de Paulo Fonseca. Il va retourner ensuite à Paços de Ferreira où il va refaire un an, où ça va plutôt bien se passer, même si forcément il va pas refaire 3e car c'est un véritable exploit. Et c'est Braga qui va décider de prendre l'entraîneur où il fera encore une fois du travail plus que correct. Et il va partir en 2016 hors du Portugal, il va aller en Ukraine où au Shakhtar il va vraiment faire du très bon travail. Franchement, le Shakhtar de Fonseca, c'était vraiment un régal. Il va rester jusqu'en 2019, et en 2019, il va être recruté par la Roma. Et du côté de la Roma, malheureusement, ça va pas forcément bien se passer, mais encore une fois, je pense que c'est pas de sa faute. C'est un entraîneur qui a su lancer les jeunes, c'est un entraîneur qui propose surtout un bon projet de jeu, et surtout un bon football. Mais c'est vrai que du côté de la Roma, ça a été assez compliqué, en plus le contexte romain n'était pas forcément bon. Il y avait évidemment des problèmes, le staff n'était pas forcément au mieux, et voilà, il y avait une véritable fronde des supporters parce qu'ils en avaient marre un peu de ce que devenait la Roma, et malheureusement Paulo Fonseca en a été un peu victime. Et c'est vrai que quand on voit après l'arrivée de Mourinho, il a apporté quelque chose de nouveau comparé à Fonseca, mais Fonseca a apporté quand même quelque chose de bon d'un point de vue jeu. Il a surtout su lancer quelques jeunes, donc voilà, il a su faire pas mal de choses. Et il a été écarté en 2021. En 2022, il arrive du côté du LOSC et Fonseca, honnêtement, au LOSC, c'est assez bluffant ce qu'il a fait. Actuellement, on parle beaucoup en Ligue 1, hein, à juste titre, de Francaise. On a parlé pas mal de Will Steele. On parle également un peu de Tudor. Pas forcément bien, d'ailleurs. Il pourrait presque être sous-coté. Mais j'ai l'impression qu'on parle pas forcément du LOSC et on parle pas de Fonseca. Alors que pourtant, ce qu'il fait au LOSC, c'est assez admirable. J'ai l'impression qu'on oublie un peu ce qu'était LOSC l'année dernière sous Gourvenec, où ils étaient 10e. On s'ennuyait, franchement. C'était une équipe, c'était vraiment pas beau à avoir joué. Et là, Fonseca arrive, on sent vraiment un renouveau, on sent des joueurs qui sont mieux concernés. Par exemple, je vous invite à regarder les matchs de Benjamin André la saison dernière et les matchs de Benjamin André cette saison. On voit qu'il est complètement métamorphosé. Et je trouve qu'il a une gestion et un management qui est complètement efficace et parfaitement en place. Et le jeu, franchement, on se régale. J'ai rarement vu un LOSC aussi bien joué. Alors, si vous suivez pas LOSC, vous pouvez peut-être être surpris par les propos. Mais là, ils sont 5e à 2 points de Monaco. Et vu la forme de Monaco, ce serait pas étonnant de voir le LOSC être 4e. Et c'est surtout qu'il y a un énorme manque de réussite. Honnêtement, franchement, le jeu est vraiment bon. Mais c'est juste dans les 20-25 derniers mètres, ça a du mal à finir.
Il y a un nombre de points perdus par le LOSC qui est assez surprenant. Il pourrait presque jouer le podium là actuellement si ils étaient plus efficaces demain, ce qui peut être assez surprenant vu le nombre de buts qu'a pu mettre Jonathan David. Mais honnêtement, le jeu prôné par le LOSC, il est vraiment très très fort et ça, bravo à lui. Je trouve qu'il a également su gérer parfaitement l'effectif, les rotations d'effectifs. Il a su mettre également par exemple un Timothy Weah arrière gauche quand il n'y avait pas forcément de solution, et Timothy Weah a su répondre présent, ce qui est vraiment fort d'un point de vue manager. De savoir faire jouer un attaquant défenseur gauche, honnêtement, d'un point de vue discours et d'un point de vue mental, faut être assez costaud pour ça. Il y a des joueurs qui ont vraiment ressuscité, je pense à André Gomez, honnêtement il est assez hallucinant du côté du club nordiste. Même un Cabella quand il arrive du côté de Krasnodar où il fait quelques mois à Montpellier, on voit que ça reste un joueur talentueux, mais là le niveau qu'il a aujourd'hui, moi je suis assez bluffé, j'aurais pas parié dessus pour être honnête. Zegrova qui avait été un peu mis sur le côté, quand il joue il apporte, enfin vraiment c'est une vraie réussite. Je pense également à José Fonte qui accepte d'être sur le banc pour pouvoir faire jouer un Ribeiro ou un Lenny Yoro, parce que certes Fonte est un peu dépassé par moment, sans manquer de respect à Fonte et tout ce qu'il a pu faire pour le LOSC, mais c'est vrai que des fois maintenant il a 39 ans je crois de mémoire. Donc voilà, il commence à être un peu court physiquement et Fonseca a su avoir les mots justes pour savoir le mettre sur le banc, et ça franchement moi je suis assez admiratif du travail de Fonseca. En plus de sa communication qui est vraiment très très bonne, je trouve que c'est un entraîneur qui véhicule des bonnes valeurs du football. Ça fait du bien d'avoir ce genre de discours en France. J'espère qu'ils vont le garder, parce qu'apparemment il y a eu des dissonances avec Olivier Létang, hein, le président. J'ai vu qu'il était dans une shortlist, j'ai vu ça dans un article où il y avait Nice qui était dessus. Bon, pourquoi pas. Bon, moi vivant à Lille et allant au stade quand même assez souvent, j'espère que Fonseca va rester, parce qu'honnêtement on se régale. Mais j'espère qu'il restera en Ligue 1, parce que c'est vraiment un entraîneur moi qui apporte beaucoup, et comme je l'ai dit, il est vraiment bon, il parle maintenant déjà bien français, ce qui montre clairement voilà tout le professionnalisme du bonhomme, et j'avoue avoir un gros coup de cœur pour Fonseca. Je le connaissais d'avant, mais sans non plus suivre, à part le Shakhtar, parce qu'on avait vu des beaux matchs du Shakhtar en Ligue des Champions. Mais ouais, franchement j'ai été assez bluffé par ce qu'a fait Fonseca au LOSC. Entraîneur qui est vraiment méconnu, mais que moi j'aime bien parce que je suis la Bundesliga pour ceux qui le savent, et c'est un entraîneur que je trouve vraiment bon, c'est Christian Streich. Alors Christian Streich, c'est simple, il a fait qu'un club, c'est Fribourg. Il a été d'abord adjoint, en plus après il a été entraîneur des U19, et depuis 2011 il est entraîneur de l'équipe première, donc ça montre une certaine longévité. Et même si à un moment le club est descendu en Bundesliga 2 en 2015, ils ont su remonter et être champions tout de suite après. Et Fribourg a continué à évoluer, à s'améliorer, et qui maintenant Fribourg est 4e de Bundesliga. Ils étaient 6e l'an dernier, et c'est un club qui travaille vraiment très très bien. Alors certes, il y a un projet sportif qui est vraiment très bon, mais surtout je pense que la qualité première de Christian Streich, c'est que c'est un très bon formateur. Et Fribourg possède un des meilleurs centres de formation d'Allemagne. Et clairement c'est pourquoi je pense que c'est l'homme providentiel de cette équipe de Fribourg. Il est vraiment très important pour pouvoir lancer les jeunes, que ce soit des jeunes qui viennent d'ailleurs ou que ce soit des jeunes qui viennent du centre de formation. On a vu par exemple l'émergence d'un Schlotterbeck l'année dernière. On a vu cette année par exemple un Kylian Sildila qui vient de France, qui a plutôt fait des bons matchs. On peut voir également Ritsu Doan qui est arrivé là du PSV et qui fait vraiment une bonne saison. Enfin, c'est un entraîneur qui est capable de mettre en confiance, qui est capable également de s'adapter tactiquement en fonction des forces qu'il a. Il a par exemple mis des fois des défenses à 3 quand il le fallait, parce que la défense était un peu hermétique, notamment il y a quelques années. Moi je trouve vraiment bon d'un point de vue gestion d'effectifs. Je trouve qu'il fait toujours les bons choix. Au début d'AS Lille, il y avait Vincenzo Grifo, l'Italien, qui est vraiment la pièce majeure, dirons-nous, de l'attaque de Fribourg. Il a été blessé ou malade, je ne sais plus, ou les deux même, pendant quelques semaines. Il a mis Lucas Soler, qui n'avait pas forcément le temps de jeu escompté, à sa place, qui a su parfaitement s'intégrer. Enfin, franchement, ouais, moi, Christian Streich, je trouve vraiment très très bon. Fribourg joue bien, en plus on voit vraiment des beaux matchs quand on regarde Fribourg, et je trouve qu'on parle pas assez de Fribourg déjà de base, mais de Christian Streich encore moins, parce que être entraîneur depuis 12 ans du même club, c'est quand même pas forcément courant de nos jours, hein, donc c'était quelque chose à souligner, et je trouve qu'il rentrait parfaitement dans cette liste, et c'est pourquoi pour moi Christian Streich est clairement sous-coté. Et le dernier entraîneur dont je veux parler, c'est encore c'est un entraîneur français, c'est Pascal Gastien. Alors Pascal Gastien, il a à Clermont depuis 2016 où il est entraîneur de la réserve. Quand Corinne Diacre, qui était entraîneur à l'époque, a été évincé, ils ont décidé de prendre Pascal Gastien, et c'est vraiment une réussite.
Avant ça, il avait été à Niort en tant qu'adjoint, en tant qu'entraîneur de la réserve et également entraîneur principal de 99 à 2014. Petite année également à Châteauroux. Et franchement, Pascal Gastien, je trouve que c'est un entraîneur qui prend vraiment du bon jeu. On le voyait déjà en Ligue 2, hein, où Clermont était plutôt bien classé et était pas loin de la montée pendant plusieurs années. D'ailleurs, il a été élu meilleur entraîneur en 2019. Et il a été élu à nouveau meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2021, l'année où Clermont monte. Ce qui est une première pour Clermont. Et Clermont est pour sa deuxième année consécutive en Ligue 1. Et là, aujourd'hui, Clermont est tout simplement 8e, ce qui est assez bluffant. Et c'est en grande partie grâce à Pascal Gastien. Moi, ce que j'aime chez Pascal Gastien, c'est qu'il y a cette volonté de jouer au foot. Parce qu'il y a certaines équipes, quand elles montent, je peux prendre l'exemple d'Ajaccio, par exemple, ils décident de mettre le bus, ils décident pas forcément de se dire on a la possibilité de gagner, on va plutôt essayer de pas subir. Et ça marche plus dans le foot actuel, et ça, Pascal Gastien l'a très bien compris. Et là-dessus, il est vraiment très fort. Il a également une capacité à s'adapter tactiquement. Là, en début de saison, Clermont prenait pas mal de buts. Il a su mettre un système à 3 défensivement. Je trouve que ça a bien marché. Et autre chose importante, c'est que c'était l'été dernier, quand Clermont a fait sa bonne saison en Ligue 1, forcément, ça a attiré les convoitises de certains joueurs. Ils ont perdu Saïs Abdoul Samed, qui était quand même un joueur assez excellent et fondamental à Clermont. On le voit aujourd'hui à Lens, il est vraiment très fort. Ils ont perdu leur buteur Mohamed Bayo, il aurait peut-être mieux fait de rester. Et ils ont perdu d'autres joueurs, je peux penser à Jodel Dossou, je peux penser également à Cédric Outounji, enfin bref, je vais pas tous les citer. Mais il a su, bon certes il y a une direction sportive avec des recruteurs qui recrutent très bien et qui arrivent à recruter des joueurs vraiment bons, mais voilà, c'est un entraîneur qui a su remettre en confiance certains joueurs. Je peux penser par exemple à Kawi. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Kawi, que ce soit à Marseille ou dans d'autres clubs. Là, cette année, je le trouve vraiment intéressant. Comme Greg John Key également, qui pour moi est vraiment très bon cette saison. Alors certes, des fois, il gâche des trucs qu'il a pas le droit, mais je le trouve vraiment bon. Il a su également intégrer des joueurs venus d'ailleurs et faire un groupe vraiment soudé. Et si Clermont est le 8e, c'est en grande partie grâce à Pascal Gastien, et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez, à mon sens, en Ligue 1. On en a parlé un petit peu au début de saison dernière quand Clermont est monté, parce que Clermont faisait des bons matchs et ça a surpris un peu tout le monde. Mais là, on n'en parle plus, alors que voir Clermont le 8e, alors j'ai pas vérifié quel était le budget de Clermont, mais ils doivent être peut-être 17e ou 18e budget de Ligue 1, je pense. Et c'est assez fou. Moi, honnêtement, je les voyais pas forcément rester en Ligue 1 cette année. Je les voyais plutôt jouer le maintien, de les voir le 8e à 4 points de Lyon, il me semble. Et il fait vraiment partie de cette liste des entraîneurs sous-cotés. Pour moi, il mériterait beaucoup plus de reconnaissance. En tout cas, bravo Pascal Gastien pour ce travail, et bravo à Clermont également, parce qu'il y a des recrues. Franchement, il y a des joueurs qui arrivent. Par exemple, un Mohamed Cham, moi je connaissais pas du tout. Je trouve vraiment bon. J'ai été voir Lille Clermont au stade. Alors Clermont s'était fait un peu manger, mais franchement, il y avait par exemple Coffrier en défense, que j'avais trouvé très bon. Bon, il est prêté, normalement, il est censé repartir en Russie. Mais ouais, franchement, Pascal Gastien, c'est vraiment un très bon entraîneur, et j'espère que il va rester avec Clermont, et que Clermont va continuer comme ça, parce qu'ils sont plutôt agréables à avoir joué, et c'est vraiment une belle surprise. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des 5 entraîneurs cités. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez un entraîneur que vous aimez bien et que vous trouvez qu'on n'en parle pas assez. J'ai déjà une liste, je peux faire un deuxième, un troisième épisode. Mais n'hésitez pas si il y a des entraîneurs qui vous plaisent. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. La prochaine vidéo sera un nouveau concept sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. J'ai vraiment hâte de la sortir. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!